Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il n'y a pas encore dans cette phase initiale de grandes batailles comme celle que l'histoire va retenir. On n'a pas encore de Crécy, pas de Poitiers, pas d'Azincourt. Et pourtant, les conséquences sont déjà extrêmement visibles. Les campagnes se vident, le commerce décline, les prix s'envolent, les troupes sans solde errent dans les campagnes, rackettent les paysans, installent la terreur jusque dans les paroisses. La guerre est partout et nulle part à la fois. On ne voit pas toujours l'ennemi, mais on en ressent partout les effets. On n'est pas très loin en fait de ce que faisaient les Vikings, les Norsemen quand ils venaient. C'est du pillage tout simplement. On vient, on pille, on repart. Et on laisse un territoire en ruine. La chevauchée d'Édouard III marque véritablement un tournant. La guerre n'est plus un événement exceptionnel, elle devient en fait un climat permanent. Avant, les guerres, les batailles, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà. L'exception, au mois de mars, on laissait passer l'hiver, au mois de mars on y allait, on se tapait dessus un petit peu et puis on revenait pour les moissons. En gros, c'était ça. Sauf que, donc c'était de temps en temps, sporadique. Mais maintenant, ça devient un climat permanent, un climat d'insécurité, de peur, de précarité permanente. C'est devenu la vie quotidienne. Et le plus inquiétant, c'est que le roi de France n'a pas encore trouvé la réponse. Alors il tient son rang, mais il n'a pas la stratégie. Il tient sa couronne, c'est vrai, mais il n'a pas son royaume. Et pendant ce temps-là, les Anglais avancent, méthodiques, organisés, modernes. Et la population française, elle, commence à murmurer. Combien de temps ça va durer ? Vous savez qu'on a, malheureusement, dans l'histoire, assez souvent, quelques guerres de retard. Il y a des moments où ça changera, mais très souvent, on a quand même des guerres de retard. Malgré tout, on sait réagir. Mais combien de temps ça va durer, c'est la question. La réponse viendra bientôt. Elle va tenir en un mot, Poitiers. Il arrive dans l'histoire des peuples qu'un seul jour, une seule bataille suffise à tout faire basculer. Poitiers, 19 septembre 1356, est de cette date-là. 1356, on a donc connu, je vous passe ça, la grande peste noire. J'ai déjà fait une émission là-dessus il y a longtemps, vous pourrez aller chercher. Ce jour-là, la guerre de 100 ans cesse véritablement d'être un lointain conflit féodal pour devenir là, cette fois, une tragédie nationale. Ce jour-là, un roi est fait prisonnier. L'aristocratie française est décimée. L'État chancelle et la France plonge dans une crise politique, sociale, financière et symbolique. Donc là, vous avez tout, si vous voulez, d'une rare violence. Mais pour comprendre ce que représente Poitiers, il faut rappeler à quel point la France a changé depuis les débuts du conflit. On est en 1356, 20 ans ont passé depuis les premières chevauchées d'Édouard III. Le conflit n'a pas cessé, mais il a pris une autre forme. Les Anglais ont consolidé leur position dans le sud-ouest, ils ont installé des places fortes, organisé des réseaux de ravitaillement. Ils ne cherchent pas encore à conquérir la France, mais plutôt, comme je vous disais, à l'épuiser économiquement, moralement, administrativement. Et ça fonctionne. La population est exsangue, les campagnes sont ravagées, les impôts se multiplient, évidemment, puisqu'on ne sait pas faire autre chose que de créer des impôts quand on n'a plus de sous. Les États généraux réunis à plusieurs reprises pour tenter de stabiliser la monarchie peinent à faire entendre leur voix. La méfiance grandit entre le roi et son peuple, entre la noblesse et la bourgeoisie, entre les provinces et Paris. Et le nouveau roi, Jean de Lebon, qui est le fils de Philippe VI, est monté sur le trône en 1350. C'est un homme pieux, chevaleresque, droit, mais c'est aussi, je dirais, un homme de son temps, c'est-à-dire un homme d'honneur et un homme de réaction. Il gouverne avec panache, mais il n'a aucune vision de rien. Il veut rétablir la grandeur de la monarchie par les armes dans un moment où le royaume aurait surtout en fait besoin de réformes et de paix. Donc on peut dire qu'il n'a rien compris. En 1356, Jean de Lebon apprend qu'un ennemi prestigieux est entré dans le royaume. Cet ennemi prestigieux, c'est le prince noir, fils d'Édouard III, qui mène une grande chevauchée très connue dans le centre de la France. Ce prince, jeune, intrépide, brillant tacticien d'ailleurs, a traversé le Limousin, le Berry, il va brûler les villes, les villages, il dévaste les campagnes, il sème la panique, alors Jean de Lebon décide de l'intercepter. Il veut une victoire nette, éclatante, il veut un coup d'éclat pour restaurer l'honneur de la monarchie.
Alors, comme d'habitude, il convoque l'ost, le ban et l'arrière-ban, il rassemble une armée massive, très supérieure en nombre à celle du prince noir. Mais cette armée, encore une fois, c'est pas une armée de métier, c'est une sorte d'amas hétéroclite. Vous avez des chevaliers trop fiers pour suivre les ordres, des compagnies mal encadrées, des milices urbaines qui sont absolument pas aguerries parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Le 18 septembre, les deux armées se font face dans les environs de Poitiers. Les Français, confiants, comme très souvent, engagent l'affrontement. Mais les Anglais, qui sont donc, souvenez-vous, en infériorité numérique, eux vont choisir le terrain. Ils prennent une position défensive protégée par des haies, des fossés, des chemins creux. Les chevaliers français, lourds, désorganisés, s'engagent en plusieurs vagues mal coordonnées et ils vont littéralement s'empaler sur les flèches des archers anglais qui tirent, mais alors sans relâche. Les charges de cavalerie sont brisées, les chefs tombent un à un, le fils du roi, le futur Charles V, parvient à fuir, mais Jean le Bon, fidèle à son idéal chevalier, refuse de quitter le champ de bataille. Il va combattre, alors là, il combat bravement, entouré de ses plus fidèles compagnons. Finalement, il est encerclé, il se rend, mais comme un roi, avec une noblesse digne d'un théâtre tragique, il remet son épée à Denis Morbec, un chevalier français au service du roi d'Angleterre, en prononçant ces mots restés célèbres « Je suis le roi de France ». Un roi prisonnier, c'est pas seulement un drame personnel, faut imaginer ça, c'est une véritable catastrophe institutionnelle. Dans une monarchie de droit divin, où le roi est l'incarnation de l'État, sa capture équivaut tout simplement à une décapitation politique. Le choc est immense. Partout, la nouvelle se répand avec une violence inouïe. Les Français apprennent que leur roi est prisonnier et que le dauphin, le jeune Charles, doit assumer le pouvoir en pleine tempête, sans autorité aucune, sans moyens, sans expérience. Dans les semaines qui suivent, ce qui devait arriver arrive. Le pouvoir royal vacille, le peuple est désemparé, la noblesse est divisée entre ceux qui veulent négocier avec les Anglais et ceux qui veulent résister à tout prix. La bourgeoisie parisienne s'agite, notamment autour d'un homme, Étienne Marcel, le prévôt des marchands, ce qui équivaut à une sorte de maire avant l'heure, si vous voulez. Il est partisan, lui, d'une monarchie réformée et le royaume s'embrase. C'est la première révolution française. C'est ce que j'ai appelé la première révolution française. Alors Jean II le Bon est emmené à Londres. J'ai fait 3 émissions sur Charles V, 3 ou 4 d'ailleurs, qui pour moi est l'un des plus grands rois de France. Donc, mais vous verrez, il y a de quoi raconter. Jean II le Bon donc, est emmené en captivité. À Londres directement, on le traite avec respect, bien sûr, avec faste même, mais il reste quand même prisonnier. Les Anglais sont pragmatiques, ils ne cherchent pas à l'humilier, ça sert à rien. Ils cherchent à le monnayer. Ils exigent une rançon, et une rançon astronomique, 3 millions d'écus d'or, une somme colossale que le royaume de France, ruiné, comme je vous l'ai expliqué, est incapable de réunir. Alors pour garantir le paiement des otages, garantir donc ce paiement, des otages sont livrés aux Anglais. Et parmi eux, des membres tout simplement de la haute aristocratie française, et même un des fils du roi. Quand même, Jean II est profondément attaché à la parole donnée, et quand un de ses fils s'évade de sa captivité, il estime qu'il a été déshonoré et il retourne à Londres de son propre chef, alors qu'il a été libéré. Un roi chevalier, vous voyez, fidèle jusqu'à l'absurde à son idéal, un roi de roman, dans un monde qui est en train de devenir brutalement moderne. François Ier fera un peu le même genre, c'est à peu près le même genre de roi. Évidemment, beaucoup plus tard. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.